Alors, je vais commencer par vous, Madame Nert Moléon, normal. Vous allez donc vous représenter, vous êtes vice-présidente déjà des Caves Richemère et vous représentez la COP agricole Occitanie. Vous êtes aussi, je crois, à l'agence de l'eau pour le bassin Rhône-Méditerranée. Bienvenue parmi nous. À vos côtés, pour le Conseil régional, le vice-président à la souveraineté alimentaire, viticulture et montagne, c'est Monsieur Cazobon qui est avec nous. Nous avons aussi pour le directeur d'agence de Suez France, Laurent Sulkowski, qui est à mes côtés. Ensuite, je passe de l'autre côté. Bien sûr, Michel Garcia, vice-président de cette aglopole, est avec moi. À ses côtés, Guillaume Vigroux, secrétaire général qui représente la Chambre d'agriculture 34. Et puis, bien sûr, Monsieur le maire, Christophe Morgot, mais qui est aussi conseiller départemental de l'Hérault, vice-président délégué à l'environnement. Bonjour à vous et merci de nous accueillir encore une fois chez vous, puisque nous sommes sur votre commune pour ce beau salon. Alors, l'accès à l'eau, c'est une question cruciale pour l'activité agricole afin de garantir la pérennité des activités. Dans un contexte de changement climatique et face au stress hydrique conséquent que l'on a subi ces dernières années, se posent de nombreuses questions. En tout cas, il convient d'engager une certaine réflexion sur l'allocation des ressources en eau, sur une façon d'innover pour mobiliser ces ressources spécifiques, en particulier pour l'agriculture. On va commencer peut-être par faire un état des lieux à l'échelle départementale. Christophe Morgot, je vais me tourner vers vous avec votre casquette au département. On a une sécheresse importante depuis 3 ans. Aujourd'hui, ça s'améliore un petit peu sur le printemps ? Alors ça s'est amélioré parce qu'on a eu des précipitations tardives, des précipitations importantes, intéressantes, sachant qu'on a une sécheresse depuis 2021 qui nous inquiète. La composition chimique de l'atmosphère est restée stable durant 800 000 ans et depuis la révolution industrielle, donc c'est structurellement modifié. Alors il n'y a plus de climato-sceptiques et ça c'est à mieux. Et moi il y a des chiffres et des dates qui m'interpellent. Les premières dates, c'était en 2019 du côté de Vallergue avec un record de température 46 degrés. 2020, donc 19 septembre 2020, de gros cumuls de précipitations dans la partie haute du fleuve Hérault du côté de Valleroque avec 300 mm en 3 heures, 900 mm en 10 heures. Et ensuite, malheureusement, on a de moins en moins de pluies utiles. C'est-à-dire les pluies utiles, c'est entre 20 et 40 mm. On n'en a pratiquement plus, on a des gros cumuls de pluie et ensuite des périodes de sécheresse très longues. On l'a constaté depuis le début de l'année, il y a eu 5 épisodes méditerranéens, c'était jamais arrivé. Donc ça interpelle, ça nous inquiète. Alors des solutions, on n'en a pas énormément. On va y revenir. Hein, on va d'abord essayer de faire un constat, peut-être Guillaume Vigroux pour la Chambre d'agriculture. Oui, allez-y, je vous en prie. Par rapport au département de l'Hérault, donc on a des cumuls de précipitations habituellement qui sont de l'ordre de 1500 mm sur les reliefs, 800 mm en plaine et de l'ordre de 500-600 mm sur la façade maritime. Et on a constaté qu'en 2023, on a eu la moitié. Moins de la moitié, dans certains secteurs, comme chez nous, on a eu... Dans les 400 000 sur la plaine héroltaise, ça veut dire on est passé à la moitié. 1500 mm sur les reliefs, on a eu 700 mm. Sur la plaine, on a habituellement 800, on a eu 416 exactement. Et ici, chez nous, d'habitude, on a 500-600, on a eu moins de la moitié. On a eu plus de précipitations à Marrakech ou à Alger qu'à Villeverac. Donc ça interpelle et ça nous inquiète. Guillaume Vigroux, on va poursuivre ce constat dans le département sur le manque d'eau. Oui, le manque d'eau, effectivement, pour corroborer les propos de Christophe, effectivement, on peut diviser le département en 3 tranches. On va dire la tranche la plus bénie des dieux, qui se trouve plutôt côté Montpellier, on va dire, voilà, Pic-Saint-Loup, Est-Montpellier, qui a été normalement arrosée, un peu plus normalement arrosée, on va dire un peu plus dans la normale. Ensuite, on a une partie centrale, Centre-Hérault, qui s'arrête à peu près à... Alors, Centre-Hérault, plutôt Est-Héroltais quand même, qui s'arrête plutôt côté Corlantéral. Et ensuite, on a de Villeverac. Alors, je suis de Villeverac, donc de Villeverac jusqu'à Béziers, de façon progressive et intensive. Un arrêt, il y a quasiment plus de pluie. Et quand on
Christophe vous disait que nous avions 250 mm d'eau, 240 sur Villers-Vérac. Je crois qu'ils étaient à 180, 160 sur la partie biterroise. Et ça doit nous interpeller. Et je suis également avec un œil averti pour nos amis qui sont également dans l'Aude, sur la partie de Leucate, Portel, etc. Et bien sûr nos amis catalans qui vivent la même chose, mais avec une intensité qu'on n'a jamais vue et dont on a du mal à s'adapter aussi rapidement. Je vais me tourner vers Nert Moléon. Vous êtes vice-présidente de la cave Richemert. Vous représentez donc, je l'ai dit tout à l'heure, le milieu coopératif au comité de bassin. Rappelez-nous quels vont être les défis de l'eau et de l'agriculture à court terme. Bonjour. Alors oui, rapprochez bien le micro. Voilà. Le premier enjeu, c'est d'abord de s'adapter à ce changement climatique dont vous avez, parce que finalement, c'est un changement climatique très fort. Et par contre, il faut toujours maintenir le bon état du territoire, le bon état des milieux. Donc, j'aurais identifié 5 enjeux pour l'agriculture, c'est ce qui nous intéresse, 5 défis. D'abord, bien sûr, la baisse de disponibilité, vous venez d'en parler, la quantité. Voilà. Ensuite, on a bien sûr cette baisse de quantité entraîne des assèchements des sols. Ça, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. La qualité. Parce qu'évidemment, moins on a d'eau, plus il y a de concentration de polluants ou de molécules qui sont pas très intéressantes. Et puis, bien sûr, hier, Michel Garcia disait pas de biodiversité, pas d'agriculture sans biodiversité. Donc, bien sûr, il faut maintenir cette biodiversité. On a besoin, l'agriculture, de cette biodiversité. Et ensuite, on a bien sûr le 5e point que j'ai identifié, ce sont les risques liés à l'eau, les inondations, les crues, mais aussi au climat, parce que l'un n'est pas sans l'autre, et sont donc les gels, la grêle, voilà. Donc tout ça, ce sont les grands défis. Et donc deux points pour travailler face à ces défis. D'abord, il faut avoir une proactivité positive. Qu'est-ce que c'est qu'une proactivité positive ? C'est agir aujourd'hui pour favoriser demain. Et le deuxième point que j'ai envie d'aborder, c'est la réactivité anticipée. C'est-à-dire qu'on se prépare aujourd'hui pour les scénarios qu'on aura en 2050. Nous, on ne sera plus là, enfin moi je ne serai plus là, mais nos enfants seront là, on parlera de la transmission et des enfants, on doit leur donner des solutions et des accompagnements en 2050. Alors justement, on va se tourner vers les solutions parce qu'on est quand même tous réunis, on a posé un état des lieux, un constat, mais il nous faut trouver des solutions, il nous faut innover, il nous faut imaginer ce demain et autrement que triste ou sans agriculture. Alors quelles sont les solutions que l'on peut envisager? Puis je me tournerai vers Christophe Morgot pour parler des projets départementaux. Bien sûr. Alors, les solutions, on en a beaucoup. Il y a des paniers de solutions, mais donc j'ai voulu en identifier 6 parce que, voilà. Donc, la première chose, c'est consommer moins d'eau. Tout le monde est concerné par la sobriété. Nous devons économiser cette eau. Alors, ça ne veut pas dire on enlève l'eau, ça veut dire on l'économise, on la gère. Voilà. Alors ensuite, et tout ça dans un but tout en préservant l'écosystème. Parce qu'on a cette obligation, j'en ai parlé de cet écosystème, donc il faut absolument protéger cet écosystème par la mise en place de haies, améliorer les fossés, faire éventuellement des retenues. Voilà. On va en parler. Voilà, on en va en parler. Il faut s'appuyer sur les solutions fondées par la nature et la richesse des sols. Les sols sont très riches. À nous et les agriculteurs ont plein d'idées. L'agriculture est très, très créative par rapport à ça. Et d'abord, nous connaissons, les agriculteurs, nous connaissons très bien nos sols et nous savons comment ils évoluent. Ensuite, il faut mener des partages des stratégies locales. C'est-à-dire qu'il faut partager l'eau d'un point de vue local. Là, je laisserai Michel en parler. On va en parler du partage de l'eau. On terminera cette table ronde sur ce partage de l'eau. Voilà, organiser nos solutions de demain. Et puis, il faut connaître et suivre les vulnérabilités de nos territoires, mais de nos micro-territoires. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une propriété, on a, enfin moi je parle dans mon cas, on a des endroits qui sont très vulnérables et d'autres endroits qui ne sont pas vulnérables. Et là, il faut adapter des solutions de cépage. Ou, voilà. Peut-être on aura l'occasion d'en reparler. Alors, je vais me tourner vers Christophe Morgot parce qu'il y a on parle des retenues hivernales et des projets de retenues hivernales. Il y en a un au Salagou. Je vous laisse peut-être nous expliquer. Alors, on a, heureusement que dans le département de l'Hérault, on a des retenues d'eau importantes. Je pense du côté d'Avesnes avec 33 millions de mètres cubes d'eau. On a le Salagou avec un peu plus de 100 millions de mètres cubes d'eau et le lac de l'Olivette. Qui a été construit il y a 60 ans. Et du côté de Vaillant avec le lac de l'Olivette il y a 4 millions 2 exactement.
de mètres cubes d'eau qui, je prends l'exemple du Salagou, il a été construit pour protéger les populations, pour écrêter les crues de l'Hérault, mais également pour les besoins en irrigation. Alors, qui était peu utilisé à l'époque, qu'il est beaucoup plus actuellement, et qui va, les débits vont augmenter pour les besoins agricoles, mais également pour les besoins en eau potable et la continuité écologique également. Et qui semble aujourd'hui complètement naturel, intégré dans le paysage, accepté par tous, cette retenue qu'est le Salagou. Accepté par tous, oui, mais on a trouvé une cohabitation intéressante entre tout ce qui est tourisme, agriculteur et écologique. Oui. Là, c'était le plus... On a eu une réunion il y a peu de temps avec le sous-préfet de l'ODEV, là, du côté de Octon, donc cette réunion s'est bien passée pour le partage de cette eau, sachant que le Salagou, depuis qu'il a été construit, depuis 1960, les volumes sont constants. Malgré les périodes de sécheresse, il tient, comme on dit, ce barrage tient bien, et heureusement. Mais on est arrivé à trouver ce compromis vraiment intéressant et important, sachant que sur ces 100 millions de mètres cubes d'eau, chaque année, il y a 9 millions qui s'évaporent naturellement. Et là, avec les dernières précipitations, on est à pratiquement 99 millions de mètres cubes d'eau. Ça veut dire on est prêt à passer l'été. Même Vaillant, on était inquiet pour le lac de l'Olivette à Vaillant. C'était comme, on pouvait comparer à l'année 2022 où on a vu les précipitations, on a vu 250 mm très tardivement. C'était au mois de mars. Et on est un peu dans la même configuration cette année pour les besoins essentiellement en eau pour les agriculteurs. Est-ce à dire que ces projets de retenue hivernale, mais plus petite, serait peut-être la solution? Alors, il y a mon collègue Yvon Pelé pour en parler aussi bien que moi, si ce n'est mieux. Donc, on a ces projets, on avait une vingtaine de projets au départ. Aujourd'hui, il nous reste trois projets qui, j'espère, vont se réaliser, avec des volumes d'eau c'est des petits, comparé au Salagou, 100 millions, c'est 1 million de mètres cubes d'eau. 1,2 million, c'est des petits volumes pour les besoins, des agriculteurs. Et ce n'est pas de l'eau qu'on va chercher dans les nappes souterraines. C'est de l'eau de surface, des lots de cours d'eau, du Baronne notamment, et des lots des précipitations. Donc on est sur ces 3 projets dans le cœur d'Hérault du côté du Picénois. Mais moi je dis haut et fort aux élus, il faut penser à d'autres projets. Ailleurs dans le département, ou même dans les départements voisins, les départements méditerranéens, c'est 10 hectares approximativement. C'est 10 hectares pour 1 million de mètres cubes d'eau. Donc je crois qu'il faut y aller. Il faut penser, sachant que si on décide aujourd'hui si on a les autorisations, il faudra plusieurs années avant de le construire. Quel est et ça sera trop tard. Quel est le délai? C'est 3-4 ans avoir toutes les autorisations, sachant qu'on a démarré il y a déjà 4-5 ans. C'est très long parce qu'il y a des contraintes administratives, il y a des opposants. Malheureusement, on a fait une réunion l'année dernière, c'est du côté de Florensac, devant la salle des fêtes, il y avait des panneaux là, non aux méga-bassines. Voilà, donc ils se trompent. Sachant que par rapport à la vigne, au départ, elle n'a pas besoin d'eau. Mais depuis quelques années, il lui faut un petit peu d'eau. Sinon, c'est fini. On l'a constaté l'année dernière avec certains cépages, notamment le carégnat, avec de la mortalité de carégnat, mais également dans la nature, on n'en parle pas souvent, mais il y a la mortalité de chêne kermès. Le chêne kermès, c'est une espèce endémique qui pousse dans les cailloux, très résistante aux aléas climatiques, et on a de la mortalité de chêne kermès et maintenant de chêne vert. Donc la nature réagit avec du retard. Et il lui faut un arbre, il faut 500 mm d'eau par an minimum. Et on ne les a plus. Guillaume Bigrou, vous êtes acteur du vivant, vous travaillez pour changer les choses. Certaines choses ont déjà changé. Des méthodes alternatives sont connues, elles sont mises en place par les agriculteurs. Oui, effectivement. À la Chambre d'agriculture, on promeut depuis quand même maintenant plusieurs années le changement des pratiques. On constate quand même la baisse de pluviométrie depuis plusieurs années. Je ne reprends pas ce que disait Christophe. Et effectivement, le peu d'eau qui tombe, il faut que ça bénéficie au sol et à la plante. Ça, c'est la base. Donc, on était sur des anciennes pratiques historiques, agricoles, on va dire, voilà, qui n'étaient pas tellement économes à nous. Là, aujourd'hui, nous sommes sur des... Et c'est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on implante des couverts végétaux pour capter l'eau. On capte l'azote, mais aussi pour travailler le sol en profondeur. Parce que le peu qui pleut, il faut que ce soit bénéfique, que le sol l'absorbe. Matière organique également, on n'en parle pas souvent, mais on a quand même des programmes aujourd'hui pour augmenter le taux de matière organique dans les sols. La matière organique, c'est une éponge. Mais comme toute éponge, une fois qu'elle est pleine, après c'est fini. Mais déjà, il faut la remplir, l'éponge. Et ces dernières pluies, aujourd'hui, elles ont été bénéfiques pour les végétaux parce que l'éponge, et notamment la viticulture, parce que l'éponge s'est remplie et elle va redistribuer l'eau maintenant petit à petit. Mais faut-il encore qu'il pleuve? On a également d'autres projets, on travaille dessus, c'est les changements des porte-greffes ou de cépages. Mais qui dit cépage, dit consommateur, dit produit. Dit produit, changement de produit, dit consommateur. Il faut que le consommateur soit accepté. Le prisme de tout changement, c'est l'investissement. Et l'investissement ne sera financé
bien sûr, par les collectivités, qui va donner un petit coup de pouce, etc. Mais c'est l'économie. L'économie, elle vient du consommateur, du marché. Et donc, à un moment donné, il va falloir que tout le monde accepte aussi ce changement-là. On a quand même, dans les départements de l'Hérault, un taux de viticolité, taux de vigne, quand même, de couverture de vigne, ce qui est quand même important, hein, donc c'est plus de 80%. Donc derrière, même si demain on vient à changer, à modifier un peu notre diversification, on ne va pas arracher et replanter une autre culture. Et attention, ce qu'on pourrait faire rêver, on a des amandiers qui ont été implantés, mais les amandiers demandent de l'eau également, pas en même temps que la vigne, mais demandent de l'eau également. Certains ont implanté des grenades, ça demande de l'eau. Je ne vous parle même pas du maraîchage, vous le savez, le maraîchage, initialement, il faut au moins un peu d'eau en période estivale pour faire des produits et avoir une économie, un rendement. Parce que entre un gars un citoyen qui a 3 plants de tomates dans son jardin et qui va manger 2 tomates par an, qui est super content, c'est super bonne, et un agriculteur qui doit vivre commercialement, on n'a quand même pas la même chose, quoi. Alors, si je résume ce que vous nous dites, les agriculteurs ont déjà fait beaucoup de choses, mis beaucoup de choses en place, mais dans tous les cas, il faut qu'il pleuve. S'il ne pleut pas, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'agriculture, et il n'y a pas d'éponge, de possibilité d'éponge pour les sols. Et dans ce que vous me dites aussi, c'est bien sûr, certains disent qu'il faut changer les cépages, mais encore faut-il que les consommateurs aiment ce qu'on leur propose. Il faut changer les cultures, mais la vigne, c'est quand même celle qui en demande le moins. Il y a plein de choses qui sont faites où on dit, mais il faut de l'eau. Dans tous les cas, il faut de l'eau. On va faire agir Michel Garcia. Je vais terminer simplement. Voilà, par rapport aux propos, puis il parle longtemps, Michel, en plus. Non, mais par rapport aux propos, non, il faut tous être court, sinon on ne peut pas s'en sortir. Non, mais par rapport aux propos, et on appuie complètement les démarches du conseil départemental sur les retenues hivernales. Dans l'instant T, de toute façon, dans l'instant T aujourd'hui, on a cette solution-là pour pouvoir survenir aux besoins immédiats. L'accélération du climat s'est faite ces 5 dernières années avec 2 sécheresses en 5 ans. Et le génétique, si on venait à modifier les méthodes culturelles, de toute façon, ça va prendre plusieurs décennies. Michel. Alors, je vous ai trouvé très alarmiste et moi, je suis quelqu'un de très positif. Les dernières études scientifiques tendent à montrer que de la pluie, on continuera à en avoir. Alors, peut-être pas comme on l'a connu, peut-être pas au même rythme qu'on l'a connu. Il y aura des années de sécheresse intense, mais il va y avoir aussi des périodes de pluviométrie intense. Et ce qui est important, tu en as parlé avec Christophe, c'est les pluies qualitatives. Alors je vais rectifier par contre les chiffres que tu as donnés. Une pluie qualitative, c'est une pluie entre 10 et 100 mm environ. Jusque-là, le sol fait son travail naturellement. En deçà de ça, la pluie va nous rafraîchir un petit peu, mais pas servir à beaucoup. Par contre, au-delà de 100 mm, la pluie va dégouliner. Elle va créer des inondations, elle va faire des ravages, elle va arracher la terre. Aujourd'hui, cette pluie, il faut être capable de gérer. Le futur, c'est la gestion de l'eau, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Et la gestion de l'eau, elle doit se faire avec tout le monde. C'est ce que l'on prône, tu le sais, Nerta, puisque tu sièges avec moi à la commission locale de l'eau du bassin de Thau, qui est le Parlement de l'eau, où les usagers, les associations de consommateurs, les politiques, les professionnels sont autour de la table, discutent et débattent pour imaginer la politique autour de l'eau de demain. Et en débattant, quand on a des gens qui ont un minimum d'intelligence, on arrive à trouver des solutions ensemble. Je ne parle pas des ayatollahs, les grandes bassines, à Florensac, c'est complètement aberrant, c'est une connerie monstrueuse ce qu'ils racontent. On parle juste de capter l'eau quand elle est en excès pour la rendre à la nature. À la nature, oui. Parce que quand on irrigue une parcelle, c'est à la nature qu'on la rend. Et aujourd'hui, pour trouver les solutions, pour mettre des financements, il faut que la gestion de l'eau, elle soit partagée par tous. Le partage de la ressource, c'est-à-dire correspondre aux besoins de la population, en premier lieu, l'eau potable. On va y revenir sur le partage. Je prends un peu d'avance. J'y reviendrai de suite après. Je voulais revenir avec Guillaume Héroux parce que pour apporter un maximum d'eau sur les parcelles, il faut tous les systèmes. Et Aquadomicia, aujourd'hui, apporte sur une partie du territoire, mais quand Aquadomicia a été lancé, d'abord il y a une partie des professionnels qui n'en voulaient pas, et puis aujourd'hui on se rend compte que les tuyaux sont peut-être sous-dimensionnés.
Eh oui, mais entre-temps, il s'est passé 20 ans. Donc, Rapprochez bien le micro. Oui, il s'est passé 20 ans entre les deux, entre le moment où le projet a été lancé. Alors, je n'ai pas toute la chronologie, mais je me semble que c'est Georges Frêche qui avait lancé ce projet-là. Initialement, c'était pour alimenter Montpellier aussi en eau potable, sauf erreur de ma part. Et bien sûr, ensuite, pour l'agriculture. Et je me rappelle, et il y a un certain nombre de professionnels qui ne voulaient pas. L'eau était quand même. L'irrigation de l'eau, il y a encore 10 ans, était péjoratif. Excusez-moi, l'irrigation de la vigne plutôt, il y a 10 ans, était péjoratif. Il y a même dans la scène de la profession, aujourd'hui, les mêmes qui ne souhaitaient pas trop l'eau parce qu'ils voyaient ça d'un œil péjoratif, se battent pour avoir l'eau. Mais sauf que le train, il est passé et le tuyau, aujourd'hui, malheureusement, il est dimensionné d'une certaine façon. Et je suis pas hydrologue, mais à un moment donné, dans un tuyau, même si vous augmentez la pression, vous n'allez pas doubler ou tripler. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a même des projets qui vont jusqu'à Barcelone par la mer. Il y a différents projets qui sont en place. Mais oui, à Codomitia, déjà d'une, se satisfaire de l'avoir, et merci à la région d'avoir continué à financer ce projet, de l'avoir fait, qui s'est abouti, parce que c'est vraiment un travail de concert. Et Dieu sait que pour nous, sur Villeverac, au moins aussi sur Villeverac, je reviens dessus, c'est une véritable richesse et une source de l'avoir. Merci au département de l'avoir aussi cofinancé. Non, c'est une véritable richesse, mais aujourd'hui, ça fait des envieux. Il y a quand même une division dans la... Pas une division, mais il y a deux types d'agriculteurs. Il y a ceux qui sont irrigués et ceux qui aimeraient l'être. Et donc, il va falloir trouver des solutions. Et par les retenues hivernales, et c'est ça l'intelligence des retenues hivernales, c'est quand le Rhône, il n'en peut plus, que tout va à la mer, on prend l'eau en excès et on remplit l'hiver sur le réseau qui est sous-utilisé, qui n'est pas utilisé l'hiver, parce qu'on n'arrose pas l'hiver, on remplit ces retenues hivernales. Et bien, c'est exactement, je le disais à Christophe en aparté, c'est exactement ce que fait le citoyen chez lui quand il met une citerne sous ses chenaux. L'hiver, il la remplit et l'été, il redistribue dans son potager. Optimiser les réseaux, trouver d'autres solutions, mais optimiser les réseaux. Est-ce que je me tourne de votre côté, Laurent Sulkowski, pour Suez, une réaction sur ces effets, sur ces efforts? Le tuyau est-il sous-dimensionné? On parle beaucoup aussi des rendements des réseaux, des pertes d'eau. Alors je vous fais réagir là-dessus. Alors, le tuyau, oui, aujourd'hui, le tuyau d'Aquadomitia était là sous-dimensionné. C'est vrai que c'était un projet visionnaire et je pense que s'il était refait aujourd'hui, il serait d'un autre diamètre et c'est le diamètre du tuyau qui fait les volumes dont on peut se servir. Sur lesquels on peut compter. Alors, les rendements de réseau aujourd'hui, alors c'est quoi? C'est l'indicateur principal. Ou le premier indicateur, on va dire, de l'efficacité d'un système urbain. Alors là, on est sur les usages domestiques. Généralement, on parle des usages domestiques, c'est pour l'eau courante au robinet. Les réseaux, on en a des kilomètres sous nos pieds, mais ils ont été posés il y a fort longtemps pour certains, et les sols bougent. Donc dans le sol, des fuites apparaissent, et on perd de l'eau. En France, on prélève à peu près 35 milliards de mètres cubes par an pour tous les usages, les différents usages, que ce soit pour l'énergie, l'agriculture, l'industrie et l'eau potable. Et dans les prélèvements qui sont faits pour l'eau potable, il faut absolument, si vous voulez, qu'on atteigne des objectifs qui sont d'ailleurs donnés par le gouvernement. Enfin, il y a eu un Grenelle 1 puis Grenelle 2 qui fixent des règles et des objectifs locaux de perte en réseau. On tangente aujourd'hui, en France, on est entre 75 et 80% de rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on prélève 100 mètres cubes pour des besoins en eau potable, on en retrouve 75 à 80 mètres cubes au robinet et le reste, donc on perd c'est perdu. 20 à 25 mètres cubes. C'est ça, voilà. Et donc écoutez, on travaille tous collectivement, enfin les collectivités et les exploitants de réseau travaillent collectivement à la réduction de ces pertes. Ça progresse. On était à 70% il n'y a encore pas si longtemps, et aujourd'hui, je vous dis, on est plutôt à 75 voire 80. Comment on fait pour ça, pour améliorer les rendements? Tout d'abord, on cherche à mieux connaître. Ça commence par la connaissance du patrimoine. Les réseaux, je le disais, ont été posés il y a fort longtemps. Enfin, ça a même commencé, l'eau potable et l'eau courante, ça a commencé avec, vous parlez d'innovation, la première innovation, c'était les machines à vapeur. Et avec la généralisation de la machine à vapeur, on a pu tirer des réseaux et apporter l'eau en pression
dans tous les domiciles. Ça a commencé la deuxième partie du 19e siècle à Paris, avec le baron Haussmann à l'époque. Et ça s'est généralisé petit à petit dans toute la France. Et donc il y a des réseaux et on a des réseaux qui sont parfois très anciens. Voilà, on a des réseaux qui ont pu être posés il y a maintenant 100 ans pour certains, 50 ans pour beaucoup. Et ces réseaux donc doivent être renouvelés. Ils sont pas éternels. Donc connaissance du patrimoine tout d'abord. Il faut qu'on ait la meilleure connaissance possible de ce qui a été posé par le passé, quel diamètre, quel matériau, quel endroit. Ensuite, on a des systèmes de comptage. On équipe ces réseaux de systèmes de comptage pour mesurer les volumes qui transitent d'un secteur à l'autre, d'un secteur hydraulique à l'autre, et on compare par différence et on voit s'il y a perte ou pas, voilà, pour retrouver les fuites. D'accord. Et une fois qu'on soupçonne la présence de fuite, là, on a des dispositifs de recherche de fuite qui sont généralement d'ailleurs des dispositifs acoustiques. Quand un réseau est percé, qu'une fuite est en place, ça produit un bruit caractéristique. Donc on recherche les fuites, on les répare évidemment, et puis et on renouvelle surtout les réseaux. Enfin, au bout du bout, les collectivités quand même investissent pour renouveler régulièrement ces réseaux quand il y a trop de fuites. Voilà. Nert Moléon, on va parler des autres solutions, en particulier du plan de bassin à l'adaptation au changement climatique. C'est un outil alors il y a un plan d'eau national qui a été présenté en mars 2023, c'est ça? Exactement. Il y a un plan d'eau qui a été présenté par Emmanuel Macron en avril 2023. Et donc, bien évidemment, ce plan d'eau, il coûte de l'argent. Donc, il faut bien, en réponse et pour pouvoir porter ce plan eau, eh bien, il y a toute une mobilisation des professionnels et des acteurs de l'eau qui au niveau du comité de bassin qui travaillent. Et donc, d'abord, sur un plan de bassin adapté au changement climatique, dont les solutions, j'ai pris quelques solutions tout à l'heure qui sont bien abordées. Et bien évidemment, pour tout ça, pour mettre en place et supporter ce plan, il faut de l'argent. Et donc, l'Agence de l'eau investit beaucoup d'argent, et au cœur du comité du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, il y a quand même un investissement de 400 millions d'euros par an. Bien sûr, tout ne va pas à l'agriculture, mais il y a 12 mesures qui concernent l'agriculture. Exactement. Voilà, avec des points très précis. Avec des points très très précis, absolument. Donc tout ce qui, on va parler que de l'agriculture parce qu'il y en a beaucoup évidemment. Oui. Donc il y a toute la partie qui est portée sur les pratiques agricoles. On en a beaucoup parlé. Oui. Donc il y a toute la partie, bien sûr, la résorption de fuite. On vient d'en parler, donc c'est pas la peine de le reprendre. On a une volonté de maîtrise, c'est-à-dire je compte. Alors oui, vous comptez au niveau des réseaux absolument, des réseaux collectifs, mais il faut savoir aussi, par exemple, dans nos coopératives, on ne sait pas très bien ce qu'on consomme. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va consommer. Donc on demande d'être aidé sur mettre des comptages, des choses comme ça, des comptages. Ensuite, on a bien sûr toute une aide à l'investissement, et les agriculteurs savent investir. Voilà, par rapport il y a l'agroforesterie, mais il y a aussi les cépages résistants. On en a parlé. Voilà. Ouais. Donc tout ça, ce sont des grandes solutions. Et puis après, il y a un besoin d'organiser. Et ce plan de bassin porte aussi toute la partie organisation et justement la gestion locale, avec beaucoup de volonté de donner la gouvernance localement. Et ça, je crois que c'est très important, parce que tout se passe bien à Lyon, on sait ce qui se passe à Lyon, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe localement. Et le partage, il est local. Et donc, on attend beaucoup d'aide, et on veut apporter beaucoup d'aide par rapport à ça. Je voudrais revenir sur les aides qu'apporte l'Agence de l'eau, justement, à l'agriculture, parce qu'il y a des aides pour aider ces transformations. Exactement. Alors, il faut savoir que pour l'agriculture, les aides peuvent monter jusqu'à 70%. 70% un projet. Alors, bien évidemment, il y a des projets qui sont plus aidés que d'autres, mais on peut arriver jusqu'à 70%. Par exemple, les projets territoriaux de gestion de l'eau, on parlait de la gestion tout à l'heure, bien évidemment, ça s'est porté, mais il n'y a pas que. Tout ne passe pas par des PTGE. On peut aussi, de façon individuelle, ou à travailler, à avoir des aides sur l'irrigation.
l'animation auprès de nos viticulteurs, auprès de notre agriculture, auprès de nos COP. On ne sait pas très bien comment faire. Donc ça coûte cher. Il y a les études de vulnérabilité qui coûtent cher. Donc ça, il y a de grandes aides par rapport à ça. Voilà. On va donner le micro au conseiller régional Jean-Louis Cazobon, parce que vous êtes vice-président souveraineté alimentaire, viticulture, montagne. On va parler du plan eau régional. Oui, bien sûr. Là, je vois que je suis à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Il y a une erreur. Mon cher Jérôme, je suis heureux de faire partie de la Chambre de l'Hérault. Alors, évidemment, vous en avez parlé. Et, bon, le plan eau, moi, je voulais revenir... Rapprochez bien le micro, par contre. Sur la totalité, mais par rapport... l'agriculture méridionale, elle s'est bâtie depuis l'Antiquité autour de l'eau. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de vie dans ces territoires. Et heureusement qu'il y a eu nos prédécesseurs, quand j'écoutais le maire de Villeverague et les autres intervenants, et le lac du Salagou, heureusement qu'il y a eu des gens qui étaient visionnaires, et pour la Quai Domitia, le canal de Philippe Lamour et autres, heureusement qu'il y a eu ça. Moi, je suis vice-président du comité de bassin à Dour-Garonne, de l'autre côté. Alors, effectivement, ces sujets, ils sont d'actualité. Et là, pour s'adapter au réchauffement climatique, pour continuer à vivre, l'eau, comme vous le disiez, multi-usage. Et c'est là que l'agence de l'eau doit intervenir également. Bon, je reviendrai là-dessus. Vous avez parlé du plan eau, donc je vais vous répondre. La région, elle a mis en place ce plan eau qui doit être complémentaire à celui de l'État. Je regarde mon collègue René Moreno qui est là-bas. C'est 160 millions d'euros qui sont fléchés pour justement agir dans ce domaine-là. Et quand je dis cela, il faut que ce soit l'État, les départements, la région, ce sont les financements croisés. On a un gros enjeu. Et dans nos régions ici, qu'il s'agisse d'Adour-Garonne ou de Rhône-Méditerranée-Corse, peut-être plus qu'ailleurs. Je reviens sur Adour-Garonne parce que là, comme j'y siège, je connais les chiffres. On nous annonce en 2050 1,2 milliard de mètres cubes de déficit. Bon, moi, en 2050, j'aurai les genoux à l'aise, je pense aussi. Mais d'ici là, il faut commencer à s'y préparer. Alors, il y a des solutions. Relever les ouvrages qui existent, que nos prédécesseurs ont réalisés, c'est 300 millions de mètres cubes. Les solutions fondées sur la nature, c'est le rétablissement des zones humides et autres, c'est 150 millions, et les économies que tout le temps chacun d'entre nous doit faire, 150. Avec ça, c'est la moitié du chemin. Et puis je pense que si on fait la même chose, le même schéma par ici, ça doit être pareil. Donc ensuite, il faut continuer à y travailler. On travaille sur la fibre, on investit. Sur les routes, sur l'eau, on a intérêt à y travailler. Vous avez parlé d'Aquadomicia, BRL. Ils ont investi ces dernières années 230 millions d'euros. Aujourd'hui, BRL, c'est un patrimoine de 2 milliards d'euros. Et quand tu as un patrimoine, il faut l'entretenir. Si vous héritez d'une maison, d'un domaine ou autre, il y a deux hypothèses. Ou vous le dilapidez, vous l'entretenez. Et là, ça veut dire qu'il faut s'y mettre tous à entretenir ça. Le tuyau, il risque d'avoir un petit frère pour aller dans les Pyrénées-Orientales sur le long terme. Des études sont en cours. Voilà, ça, c'est des sujets dont on doit s'emparer à bras-le-corps. Alors évidemment, il y a des opposants, mais l'eau, ce n'est pas des bassines qui sont réalisées ici, pompées dans la nappe, faire une bassine. Ce sont des eaux de ruissellement l'hiver. Alors le tuyau d'Aquadomicia, il peut encore être optimisé, c'est-à-dire l'hiver, aller remplir des ouvrages. C'est ce qui se passe dans certains côtés. Voilà, alors... On va y revenir. On va poursuivre parce que parmi les solutions aussi, il y a une solution dont on parlait énormément, c'est la réutilisation des eaux. Michel Garcia, on va parler de ces solutions parce qu'en France, on va le dire, on est très en retard sur ce sujet. Moins de 1% de réut par rapport à l'Espagne, par rapport à Israël, 80% je crois de réut, c'est ça 80 90 vous me dites, l'Espagne 15 à 20%. Voilà. Alors pourquoi on est si en retard? Qu'est-ce qui bloque? En janvier, les agriculteurs, ils ont créé un mouvement qui s'appelait « On marche sur la tête ». Ben oui, en France, des fois, on marche sur la tête. On a des réglementations, des contraintes que d'autres pays n'ont pas. La réhute, c'est une des solutions. C'est une des solutions. Je le disais tout à l'heure, l'avenir de l'eau, c'est sa gestion.
c'est la gérer quand elle est annexée et la gérer aussi quand on en manque. Gérer l'eau, c'est aussi la gestion de l'utilisation de l'eau. L'eau, en Israël, on parle de 90% de réutilisation. Mais jeune agriculteur, avec Guien, nous avions un intervenant qui est venu d'Israël nous expliquer ce que c'était que la réutilisation. Vous voyez, avec Guien, il a les cheveux blancs, moi un peu moins, mais on a le même âge. C'était il y a longtemps. Et il y a longtemps déjà, ce monsieur d'Israël, qui était un vrai professionnel de l'irrigation, nous a expliqué que l'eau, il a réutilisé jusqu'à 4 à 5 fois. 4 à 5 cycles. Ça, c'est de la gestion intelligente. Ça, c'est de l'économie d'eau, qui ne coûte pas grand-chose. Alors, réutiliser l'eau, ici, on est en train de travailler avec nos partenaires en Suez, sur le territoire, à un projet qui s'appelle Salto. On y reviendra après. On y reviendra. Non, mais déjà, voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir pourquoi ça n'avançait pas. Problème juridique, principe de précaution. On est en France très. Est-ce que depuis quelque temps, quand même, les choses elles ont accéléré? Elles accélèrent, mais pas assez vite. On parlait tout à l'heure en aparté avec Laurent de l'irrigation et des réutilisations des eaux usées pour irriguer le golfe du Cap d'Agde. 200 000 m3. 200 000 m3 de réutiliser, c'est ce qui est consommé sur l'Udurac. D'accord? Ça vous parle? De l'eau potable qui sont économisées, qui pourraient alimenter l'Udurac sur toute l'année. Le golfe de la Grande Motte, ils peuvent irriguer avec la réhute qu'un tiers de la superficie. Principe de précaution, pas d'irrigation à l'asperceur à moins de 200 mètres d'habitation. Ça veut dire que ce qui est possible au Cap d'Agde n'est pas possible à Grande Motte. Je vais vous faire réagir là-dessus. Alors, je ne connais pas très bien le cas de la Grande Motte. Non, je pense que c'est peut-être que le contexte des deux golfs est un peu différent. Mais c'est vrai qu'il y a de fortes une réglementation et des contraintes assez fortes, tout particulièrement sur de l'arrosage par aspersion, hein, parce que sur les golfs, on est par aspersion. Donc, il faut faire attention au vent, par exemple. Hein. Quand on a fait le projet sur le golfe du Cap d'Agde, on a mesuré les vents, la direction et la force des vents pendant la période d'étude. On peut réexpliquer quand même le principe de la réhute de façon assez courte. Mais la réutilisation de l'eau, c'est quoi? Alors là, on part de l'usage, du premier usage de l'eau, qui est l'usage domestique. Donc on prélève l'eau dans la nature, on la consomme dans nos habitations, on la renvoie à la nature, enfin on la renvoie au réseau. L'eau va alors en station d'épuration où elle est épurée avant d'être rendue au milieu naturel. Là, avant de la rendre au milieu naturel, on lui donne un nouvel usage. Golfe du Cap d'Agde, ou sur un golfe, on va irriguer le golfe. On peut arroser des espaces verts, on peut laver des voiries, on peut également travailler. Alors pourquoi on ne le fait pas plus, puisqu'on peut faire tout ça, puisqu'on en a la capacité technique? D'abord, c'est vrai qu'en France, la réglementation est plus forte. En France, plus contraignante qu'elle ne l'est dans les pays pas bien loin d'ici, que ce soit l'Espagne, l'Italie. Donc la réglementation est plus contraignante. Donc c'est très difficile de faire émerger ces projets. Si le golfe de la Grande Motte ne peut qu'irriguer une partie, c'est peut-être que la réglementation est particulièrement contraignante. Après, la différence peut-être de la France avec les pays que l'on a cités, que ce soit l'Espagne, l'Italie et plus particulièrement Israël ou d'autres, c'est vrai, on pourrait parler de la Californie, de Singapour, c'est qu'on n'a pas encore été mis, nous, en situation de stress hydrique comme eux le sont depuis longtemps. Comme eux le sont aujourd'hui. Alors, ce qui est vrai à l'échelle française, c'est une chose, mais ici, localement, et ça a été parfaitement rappelé, dans l'Hérault, c'est tout autre chose. En fait, on est, nous, dans l'Hérault, dans la situation, peut-être même pire que la situation moyenne de l'Espagne ou de l'Italie. Hein. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est peut-être parmi les plus avant-gardistes sur le sujet. Et sans doute que les projets vont se multiplier, mais il va falloir faire bouger les lignes quand même pour que la réglementation française soit suffisamment souple pour qu'on puisse faire ici ce que font les Espagnols. Jean-Louis Cazauban, vous vouliez réagir et après on va parler de Salto. Ouais. Je reviens vers Michel sur ce Salto. sujet rapidement. Pourquoi on est en retard? Quand vous êtes à Paris, à Brest ou à Lille, il n'y a pas ces besoins jusqu'à maintenant. Donc, au sud, c'est pas pareil. Alors les chiffres, justement, Montpellier, c'est 32 millions de mètres cubes que les stations d'épuration de Montpellier rejettent à la mer. Alors après, si on veut le récupérer, et on le ramènerait dans les vignes ou dans les stations arboricoles, une fois hygiénisées, bien entendu. Là, avec le pouvoir épuratoire du sol, c'est une bonne chose. Il y a là des gisements, mais il faut de l'investissement, ça coûte. Et puis après, il faut la récupérer.
au mois de janvier pour pouvoir l'utiliser au mois de juillet. Alors juste, puisque vous avez le micro, parlez-nous de l'éolien pour l'eau et pour l'agriculture. Alors là, c'est une chose que je ne maîtrise pas. Je ne vais pas m'aventurer. L'éolien pour l'eau, vous voulez dire l'énergie pour la pomper? Oui. Je ne connais pas, honnêtement. Je ne vais pas m'aventurer là-dessus parce que je... Mais c'est une action qui est développée quand même pour la région qui réfléchit. Oui, alors par exemple, quand on parlait de la Réud, il y a des projets d'expérimentation du côté de Gruissant. Il y a maintenant, ça y est, la mécanique est lancée. Mais pourquoi? Parce qu'on est en retard. Le sujet dont vous me parlez, je ne le maîtrise pas du tout. Je vais pas m'aventurer. Mais on sait que ça existe, c'est déjà une bonne chose. Mais une autre solution qui existe et qui est en cours, c'est Salto. Michel? Alors, une solution, c'est surtout une expérimentation. Oui, une expérimentation, mais c'est déjà bien. Ah oui, c'est très bien parce que ce que je dis toujours, il faut anticiper avant de gérer. Et anticiper, c'est justement comment travailler sur la réutilisation. Alors, on lance une expérimentation parce qu'ici, on est au bord de la mer et on a une problématique qui touche 70% de la population mondiale, puisque c'est les gens qui habitent en bord de mer, c'est la salinisation. Aujourd'hui, on a des eaux usées qui sont salinisées sur notre territoire. Alors avant de les réutiliser, il faudrait dessaler ces eaux. Et plutôt que de dessaler, on a lancé un programme expérimental avec Suez, suite à un appel de l'État, pour éviter les intrusions de sel dans nos réseaux, pour avoir une eau le moins salée possible, pour qu'elle puisse être réutilisée sans qu'on consomme de l'énergie. Parce qu'il y a l'eau, il y a l'énergie. Sans consommer d'énergie, parce que c'est très énergivore aujourd'hui de dessaler l'eau. Ce projet, il est expérimental, on le met sur 2 parties du territoire, sur la commune de Metz, et également sur le lido de Sète-à-Marcien, où on a une remontée du biseau salé, c'est-à-dire que le sel remonte dans le sol, et le sel... Et ça, c'est très mauvais pour les vignes. Le sel, c'est pas que pour les vignes. Oui, mais... Quand les sols se salinisent, c'est le début de la désertification. Il n'y a plus rien qui pousse. Le sol devient stérile. Alors, il nous faut de l'eau pour redescendre ce biseau salé. Et cette eau, on l'a dit, ça peut être la réutilisation, mais également, on en a parlé tout à l'heure, parce que je tiens vraiment à revenir sur l'histoire de partage. Salto, c'est un programme expérimental que vous allez découvrir, parce que c'est un programme qui est sur 5 ans non, de mémoire. Donc vous allez le découvrir au fur et à mesure qu'on va avancer, vous serez tenu informé. Mais moi, ce que je voulais vous parler, c'est le partage. Le partage de cette eau. Le partage pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est l'eau potable, c'est l'agriculture, c'est l'économie, c'est le tourisme. Mais c'est également l'environnement. Parce que la biodiversité, vous savez, les mêmes ayatollahs qui seront contre les bassines, qui sont contre l'agriculture, se trompent. La biodiversité, aujourd'hui, sur ce territoire, la biodiversité de la terre, mais aussi la biodiversité de l'étang, elle est indue à l'homme, à l'agriculteur, au conchyliculteur. La qualité de l'étang de Thau, la qualité de ces coquillages est directement liée au travail que font les hommes dessus. Et si on a un retour des grandes nacres, si on a un développement des hippocampes sur l'étang de Thau, c'est parce que la conchyliculture exploite ce bassin de Thau. Alors exploiter, c'est moche comme mot. Ils ne l'exploitent pas, ils l'entretiennent. Ils l'entretiennent avec leur travail. Et sur la terre, c'est exactement pareil. Là où il n'y a plus d'agriculture, ce sont les milieux qui se referment. Et là où les milieux se referment, la biodiversité disparaît. Tout le monde doit être conscient. L'agriculture n'est pas un problème, n'a jamais été un problème. L'agriculture, c'est la solution à bien des problèmes. Soyez-en clairs. L'agriculture n'est pas un problème. L'agriculture est une solution. Laurent Sulkowski, sur ce projet Salto, vous nous en dites un petit peu plus? Salto, c'est un projet donc de réutilisation expérimentale, de réutilisation des eaux usées, alors qui a une dimension particulière. Contrairement à les exemples qu'on a cités avant, il y a une dimension particulière, c'est que c'est la salinité, justement, dont parlait Michel Garcia. Les eaux usées des lagunes de Metz ou de Marseillan sont salées, elles aussi. Il n'y a pas que, hélas, pas que les sols qu'ils sont. Alors elles sont salées, pourquoi? Parce que
Les réseaux d'assainissement, comme les réseaux d'eau potable, sont des réseaux qui sont parfois anciens, qui souffrent et qui peuvent avoir des intrusions. Alors dans l'eau potable, les réseaux sont sous pression, quand il y a un trou, ça fait une fuite, ça sort. En assainissement, c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand le réseau devient poreux, enfin voilà, oui. qu'il y a une faille quelque part, on a des intrusions d'eau de nappe. Et si la nappe est salée, c'est le cas à Metz, c'est le cas à Marseillan, enfin Marseillan-Plage, les réseaux collectent aussi du sel, de l'eau salée. Comment on fait là? Alors comment on fait? L'objectif de ce projet, c'est justement de prendre le problème à la source. Et c'est là que c'est d'ailleurs particulièrement intéressant, puisqu'on est donc lauréat d'un appel à manifestation d'intérêt lancé par le ministère de l'Agriculture. Et l'agriculture nous a dit, OK, collectivement, alors on travaille avec les 7 aglopoles et les services de 7 aglopoles, qui sont les gestionnaires du patrimoine. Hein. Le ministère de l'Agriculture nous a dit, on est prêt à vous aider à entretenir les réseaux pour leur dimension salée, si je puis dire, le problème de salinité, qui servira de sorte que l'eau pourra servir ensuite à l'agriculture, réduire donc cette salinité des eaux usées pour que l'eau puisse servir à l'agriculture. Le sel, si on regarde juste l'assainissement, la partie assainissement des eaux usées, présence de sel, c'est pas un problème. C'est pas un problème réglementaire. L'eau peut être renvoyée à la nature comme elle l'est. Mais pour aider et pour aller plus loin, pour aider la collectivité, ici, cette aglopole, le ministère va donc regarder ça de près avec nous. Et on va gérer, alors au-delà du réseau, on va ensuite également mesurer et voir les impacts de la salinité dans le sol, essayer de mesurer ce que la vigne peut supporter, quel niveau d'eau, quel niveau de salinité on peut renvoyer et comment la terre se comporte. Voilà. On se dirige vers la fin de cette table ronde, mais je voudrais conclure avec une question peut-être sur laquelle je voudrais vous faire réagir tous. C'est cette notion de partage de l'eau. On sort du milieu purement agricole, mais demain, on va être obligé de partager cette ressource. Michel l'a évoqué, mais je voudrais vraiment y revenir. C'est un enjeu essentiel. Les usages industriels, agricoles, domestiques, touristiques, on l'a vu. Il va falloir faire immerger des solutions là aussi et se rendre compte qu'on ne peut pas sacrifier un secteur par rapport aux autres. Une réaction peut-être, je vous propose de faire le tour et de terminer par M. Morgault. Oui, vous avez raison, c'est pour ça qu'on parle souvent de multi-usage et la gestion de l'eau, elle doit se gérer collectivement. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, je pense que l'agriculture, c'est 48%, l'industrie, l'eau potable, 30 et quelques, et l'industrie, le reste. Bon, mais sous réserve, j'ai ça, c'est pas seulement très précis. Mais effectivement, c'est de cette manière que si un projet se réalise, c'est multi-usage. Et c'est là que l'agence de l'eau intervient à cette condition. Vous faites une retenue, un bassin, il y en a la moitié qui est destinée à l'agriculture, l'autre moitié, parce que le soutien d'étiage, le citoyen lambda qui voit l'eau passer dans la rivière, il faut savoir qu'à un moment donné, la réserve, elle a un débit biologique, c'est la rivière, le bassin versant qui l'alimente. Mais à un moment donné, moi, si je prends la compagnie, la CACG, c'est le petit frère de BRL, là, qui gère des ouvrages. Avec le canal de la Neste, il faut lâcher l'eau à un moment donné, à la bonne quantité, au bon moment, pour que le soutien d'étiage de la rivière perdure, mais de bonne manière. C'est une question de gestion et dans sa globalité. Nert, pardon. Oui, alors, moi, je voulais dire, c'est très important de ne pas rentrer dans la guerre de l'eau. Excessivement important. Hier, tu le disais, hein, vraiment, on a ce besoin de partager. Alors, tout le monde a besoin d'eau. Et on doit pouvoir répondre à tous les usagers. Alors que ce soit bien sûr agriculture, industrie, mais en des quantités différentes. Mais il faut absolument répondre. Et pour répondre, il faut gérer. Et pour gérer, il faut gouverner, anticiper, il faut partager, il faut mettre à disposition les éléments. Donc ça, c'est très très important parce que si on va dans ce sens-là, ça va être très très compliqué. Donc oui, l'eau et le partage est absolument essentiel. Cycle de l'eau, grand cycle de l'eau, petit cycle de l'eau, partage de l'eau, beaucoup de choses.
Et oui, écoutez, beaucoup de choses, mais là aussi, je pense qu'il y a quand même des instances de dialogue, fort heureusement. Il y a des schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui sont là, mais qui doivent être sans doute questionnés, re-questionnés régulièrement, puisque les besoins évoluent. On le voit ici, l'agriculture va avoir besoin de plus d'eau, sans doute, que par le passé. Elle tombera moins du ciel. Les besoins domestiques sont aussi forts. Néanmoins, on peut faire beaucoup de choses pour les réduire. Il y a l'an dernier, du fait d'abord de la sécheresse qui a été forte ici, mais pas seulement, et du plan de gestion de l'eau du gouvernement, il y a eu beaucoup de communication de fait. Et les consommations ont baissé en France de 3 à 4% et jusqu'à 10% par endroit. Et c'était le cas ici. D'ailleurs, dans l'Hérault, les consommations domestiques ont baissé, pas domestiques et des collectivités d'ailleurs. Les besoins, les consommations ont baissé. Les consommations ont baissé, donc le Donc, message est passé. Il y a un effort à faire dans les usages qui sont faits, puis il faut repartager. C'est vrai que l'eau de BRL, elle sert à l'agriculture, aux besoins domestiques. Le salagou, on commence aussi à en avoir besoin pour les besoins domestiques. L'an dernier, les soutiens à l'étiage étaient importants pour les besoins domestiques. Donc il faudra continuer régulièrement à rediscuter de ces partages. Et d'ailleurs, pour en rediscuter, vous organisez régulièrement chez Suez des journées techniques dans lesquelles vous faites venir les collectivités, les équipes techniques, les équipes de direction des municipalités pour justement transmettre cette connaissance et ce savoir de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est important. Exactement, oui. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on en organise une prochainement le 28 juin à Marossan. Ben voilà, le message est passé. Michel, vous avez des micros de ce côté-là. Alors le partage, oui, voilà. On a tout dit, c'est ça. C'est répondre à tous les usages. Et il y a quelque chose qui n'a pas été relevé, la gouvernance. Merde. Donner un peu plus de pouvoir à la gouvernance locale. Le bassin Rhône-Méditerranée, il part de Bourgogne, il va jusqu'à Perpignan, la Corse. On n'est pas dans les mêmes climats, on n'est pas dans les mêmes besoins, on n'est pas dans les mêmes pratiques. Donner du poids à la gouvernance locale est très important. C'est ce que l'on essaye de faire humblement à notre petite échelle sur la commission locale de l'eau du bassin de Thau. On a lancé une étude de besoins en ressources à l'horizon 2050, parce que les besoins d'aujourd'hui ne seront pas les besoins de demain. Le retrait du trait de côte, que sera le tourisme, que sera l'économie, que sera l'industrie locale, que sera l'agriculture locale. Aujourd'hui, on ne parle que de diversification agricole, que de remplir l'assiette. Mais si notre territoire est occupé à 80% par la vigne, c'est pas pour rien. C'est que jusqu'à présent, ça a toujours été la plante la plus adaptée à ces terroirs. Et quand on veut faire de la diversification, quand on veut faire du maraîchage de l'arboriculture, l'eau, il en faudra. Et on la donnera également à l'environnement. Guillaume Vigroux. Oui, je crois que tout le monde a compris que l'eau, ou la problématique de l'eau, c'était une masse de solutions. Je pense qu'aujourd'hui, on a abordé, on a effleuré des solutions, mais c'est l'affaire de tous. Et c'est tous ces petits bouts qui fera que demain, on arrivera à passer ce cap qui est devant nous. Il faudra faire appel à l'intelligence collective et l'intérêt à agir pour les autres. Et pour nos enfants, et pour nos petits-enfants, et pour nos descendants. Je pense que ça, c'est très important, parce que... Et je voulais terminer aussi mes propos, parce qu'on a d'aujourd'hui, on est victime des réseaux sociaux, on les utilise, mais nous en sommes victimes aussi. Et je voulais parler de formation. On a beaucoup de désinformation aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous prends de l'information. Aujourd'hui, on forme les agriculteurs comme on forme les citoyens. On informe, mais on forme les agriculteurs à économiser l'eau. Ceux qui ont la chance d'avoir l'eau, c'est l'utiliser à bon escient pour que son voisin à côté qui n'en a pas puisse un jour en avoir, parce que moi, j'ai économisé l'eau. La conclusion. Oui, la conclusion. Comme de juste, à vous. C'est vrai qu'il y a eu des économies importantes dans notre département l'année dernière. Je crois qu'il faut continuer à communiquer, sachant qu'on consomme encore trop d'eau dans le département de l'Hérault. C'est 200 litres d'eau par jour et par habitant. C'est un peu plus que la moyenne nationale. Et sur ces 200 litres d'eau, c'est 9 litres qu'on va chercher dans des nappes qui sont en déficit. Donc la communication est vraiment importante. Il faut que le citoyen puisse avoir cette bonne information et ensuite il est responsable de ses actes. Et je crois que c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. Merci beaucoup. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette première table ronde. Je vous rappelle nos rendez-vous à venir. On peut les applaudir, bien sûr. Je vous en prie. Les différentes formes de diversification, justement, on en parle à 14h15. Juste le temps de vous restaurer dans ce magnifique salon. Vous avez une très riche proposition. J'ai pu le découvrir ce matin. Et 15h30, 16h15... Oser l'agroécologie, nous parlerons justement de la fertilité des sols, de la biodiversité, de l'agroforesterie, de ces adaptations au changement climatique. Bon appétit, à tout à l'heure.